Alors, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Soyez les bienvenus à la conférence live Lire et analyser la pièce de théâtre en classe de FLE, Huis clos de Sartre, qui est une promotion de l'ambassade de France au Brésil et de la Fédération brésilienne des professeurs de français pour fêter le jour international du prof de français. Ce jour, en effet, est fêté partout dans le monde, comme on peut constater par exemple par le site internet de la Fédération internationale, de la Fédération brésilienne. Et en temps de pandémie, c'est vrai que nous n'avons pas, nous de l'APFEMS, nous n'avons pas eu l'occasion de vous offrir une activité, quelque chose d'enrichissant. Donc, nous profitons ce moment de Jour international des professeurs de français pour le faire. Cette journée a pour but de rassembler des enseignants de français ainsi que des élèves et tous ceux qui apprécient la langue française et ses expressions culturelles. C'est d'ailleurs une caractéristique de notre association, n'est-ce pas? Elle rassemble non seulement des enseignants, mais aussi des étudiants de FLE et énormément de sympathisants ou des francophiles. L'objectif principal de cette conférence virtuelle est d'amener les participants à connaître un genre littéraire peu travaillé en salle de classe, la pièce de théâtre. Cette proposition reconnaît que la lecture et l'interprétation du texte littéraire sont des activités formatrices du caractère humain, voire thérapeutiques en temps de confinement. En effet, la littérature invite les lecteurs à la réflexion et à l'autoconnaissance de par sa vocation à raconter la complexité humaine, les conflits dans les rapports humains et sociaux, la détresse, la mort, etc. Sur ce, j'ai le plaisir de vous présenter la conférencière Arlette Sadi-Chavez a une formation en lettres à l'Université catholique Don Bosco, ancienne Fukimach. Elle est diplômée en langue et littérature française contemporaine à l'Université de Paris Sorbonne dans les années 60, ayant côtoyé, si je peux dire, mais elle peut vous raconter après un peu mieux, ayant côtoyé Jean-Paul Sartre elle-même. De retour au Brésil, elle a assuré le poste de professeur de linguistique à l'Université fédérale de Mato Grosso do Sul jusqu'en 1995, année de sa retraite, et par la suite, elle a pris la fonction de directrice de l'Alliance française de Campo Grande, institution créée en 1961 dans cette ville, dans la capitale, et on peut dire aussi qu'elle a fait partie de la création où elle a accompagné, on va dire, l'Alliance française pendant toutes ces 50 et plus, même plus, 50 dernières années. Arlette Sadi-Chavez est titulaire d'un master en linguistique à l'Université catholique de São Paulo, PUC, et titulaire de la médaille de l'Ordre des Palmes académiques, qui est une décoration décernée par l'État français aux personnalités ayant eu une carrière et surtout ayant promu le français au long de sa carrière, de leur carrière. Donc, quelques précisions avant de commencer. Ceux qui souhaitent recevoir un certificat de participation, vous pouvez nous indiquer sur le badge PAPO en bas, en anglais chat. Si vous avez des doutes ou des questions, vous pourrez le faire donc, sur cet espace aussi à tout moment. Et à la fin de la conférence, nous vous donnerons la parole. D'accord ? Nous espérons que vous profiterez énormément de cette proposition. C'est vrai que quand on regarde le programme des autres associations un peu partout dans le monde, il y a un caractère ludique très fort, donc c'est le moment de la fête, etc. Mais nous, comme d'abord on n'avait pas offert une activité, comme j'ai dit, et comme nous on croit aussi que le professeur a besoin de formation, il a soif de formation, on a pensé à un thème
qui a été proposée d'ailleurs par, elle est là, hein, Isaura, qui fait partie de la nouvelle gestion de notre bureau. Isaura Hay, qui a proposé un café littéraire qui a pris finalement ce format de conférence. Sur ce, nous pouvons commencer. Alors, je vais partager l'écran tout à l'heure, mais avant, je vous invite, madame, à présenter. Oui, bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est un plaisir de vous voir là, en ligne. Et commencer? Oui, bien sûr. Un petit moment. D'ailleurs, je l'ai montré, ça c'est sur la page de la Fédération aujourd'hui, hein, toutes les propositions. Et nous, on est là. Ils ont fait j'ai oublié le nom de cette carte, une espèce de carte de toutes les activités. Ah oui, je tiens évidemment à remercier la Fédération brésilienne des professeurs de français. Cette initiative, elle appartient aussi, bien sûr, à l'Association des professeurs de français de Mato Grosso do Sul et au Núcleo de Ensinos de Línguas de l'Université UEMS, Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, qui nous a aidés notamment pour la diffusion de cette conférence à travers Zoom. Voilà. Oui, alors, comme Aline a dit, on m'a proposé de vous parler de huis clos de Jean-Paul Sartre. Avant, je vais présenter mon plan d'exposé. C'est moi. Alors, je vais parler un peu de la biographie, très réduite d'ailleurs, les œuvres littéraires de Sartre, sa pensée philosophique, la philosophie existentialiste et la littérature. Puis, j'entre déjà dans le vif du sujet en vous parlant de huis clos, de cette pièce de théâtre. Et Aline et moi, nous ferons une lecture guidée de la scène première. Ensuite, je vais parler de la scène d'exposition en 2, 3, 4. Et puis, à nouveau, une lecture guidée, mais là, ce sera moins long. Un extrait, justement, de la scène pour pouvoir conclure, faire des commentaires et aussi profiter de ces situations pour alimenter, disons, la discussion. Alors, Sartre est écrivain et philosophe et il a écrit en 1943, L'être linnéen, qui c'est son ouvrage philosophique. Il est né à Paris en 1905 et est décédé en 1980. En 1924, il est entré à l'École normale supérieure, ENS, et était agrégé de lettres en 1928. Il a fondé Les Temps modernes, qui est une revue, en 1946, et il a dirigé d'ailleurs cette revue jusqu'à sa mort, je crois. Voilà. Et parmi ses œuvres littéraires les plus connues, ce sont les romans, par exemple, comme La Nausée en 1938, Les Murs, 1939, Le Chemin de la Liberté, qui est une trilogie où se trouve la Mort dans l'âme, c'est la dernière, au milieu, c'est Les Sourcils, L'âge des raisons. D'abord, L'âge des raisons, Les Sourcils et Mort dans l'âme. Et comme pièce de théâtre, il a écrit Les Mouches en 1942, Huis clos en 1944, disons, si on fait un rapport un an après avoir écrit L'être et le néant, Les Mains sales en 1948, Les Diables et le bon Dieu en 1951, et Les Séquestrés d'Altona en 1960.
Alors, pour bien comprendre la pièce huis clos, il est important d'avoir une idée de la pensée philosophique des Sartre. Je veux demander à notre professeur qui fait de la philosophie en France, Edenir, de m'y corriger après si jamais j'interprète mal cette philosophie, mais c'est à peu près ça. Alors, la philosophie de Jean-Paul Sartre se réfère à un système de pensée nommé existentialisme. Selon lui, l'homme, pour justifier sa propre existence et donner un sens à sa vie, ne peut compter que sur lui-même. Il doit assumer cette responsabilité dans le plein exercice de sa liberté. Chaque situation nous impose un choix original qui nous engage et qui engage autrui. Cet engagement ne prend sens que par l'action quotidienne. L'homme est ce qu'il fait. L'homme n'est d'autre que ce qu'il se fait. Le choix libre que l'homme fait de lui-même s'identifie avec ce qu'on appelle sa destinée. Alors, ces citations, je les prises dans ce manuel qui s'appelle Castex-sur-Aire, parce que c'est beaucoup plus facile de comprendre cette philosophie. Et j'ai souligné les mots-clés pour bien comprendre cette pensée. Donc, assumer sa responsabilité, l'homme est libre. Il ne faut pas oublier que Sartre est un existentialiste athée, et c'est pour ça qu'il dit que l'homme est responsable de ses actes. Il y a les mots situation, il se trouve toujours en situation, il va faire un choix, et il s'engage, mais quand il s'engage aussi autrui. Et les mots importants aussi, l'action, action quotidienne. Et ces autres citations, je les prises de ce chapitre, Le regard, qui se trouve dans L'être et le néant. C'est Sartre qui dit, c'est dans la réalité quotidienne qu'autrui nous apparaît. Si autrui est, par principe, celui qui me regarde, nous devons pouvoir expliciter le sens du regard d'autrui. Voilà les mots importants, regard d'autrui. Autrui a barre sur moi. Avoir barre, ça veut dire emprise sur moi. Alors, pourquoi cette introduction de la philosophie? Parce qu'elle a à voir avec la littérature, la philosophie existentialiste et la littérature. Voilà pourquoi. Parce que le langage de Sartre est difficile, parce que sa pensée est réellement abstraite, subtile et originale. Elle ne sera comprise que dans la forme où elle s'exprime par la littérature. D'abord, parce que personne n'a systématiquement que Sartre choisi la forme littéraire comme moyen privilégié d'énonciation de ses thèses. Ensuite, parce qu'il est l'adversaire déclaré d'une littérature gratuite, faite pour le plaisir et dégagée de l'histoire. Et là, c'est compréhensible parce que le théâtre de Sartre est un théâtre engagé. Ça n'a rien à voir avec les théâtres de vaudeville, ni les théâtres classiques. C'est un théâtre, à l'époque, on l'appelait contemporain, aujourd'hui, on l'appelle moderne. Un théâtre engagé, un théâtre d'idées aussi. Il a renouvelé les théâtres d'idées, on l'appelle aussi théâtre des situations, parce que c'est un théâtre, pas seulement les théâtres engagés, mais on peut dire que les romans aussi, c'est toute la littérature engagée de Sartre. Mais pour ce qui concerne le théâtre, c'est parce que les auteurs s'exprimaient à travers, c'est devenu même un genre littéraire, n'est-ce pas, le théâtre engagé, un genre qui est apparu au début de la deuxième siècle, deuxième moyen dans les années 50, 60, 70 du XXe siècle. Et les écrivains se profitaient pour exprimer ces idées qui étaient de faire ce que les gens puissent prendre conscience des problèmes de la société, dénoncer de la violence, et enfin.
Alors, en parlant du huis clos, on va voir pourquoi huis clos. Huis clos, ça veut dire à porte fermée. En portugais, cette pièce était traduite comme entre quatre paredes, né? Mais je crois que c'est un mot bien trouvé. Avant, Sartre voulait mettre autres, les autres, ce seraient les titres premiers, mais il a fini par utiliser ces mots huis clos. Et moi, quand je pensais à huis clos, je pensais qu'il y a toujours des pièces, quand on va voir au théâtre, qui n'ont rien à voir avec les titres. Parce que, par exemple, quand on dit la cantatrice chauve de l'UNESCO, on arrive au théâtre et on se rend compte qu'il n'y a pas de cantatrice, elle n'est pas chauve, c'est-à-dire que ce personnage n'existe pas. Les titres est divorcé, disons, de l'intrigue. Et là, huis clos, c'est justement, ça casse bien ces titres. Alors, c'est une pièce en un acte, un seul acte, et possède 5 scènes à peine. C'est une pièce très courte, facile à lire, quelques vocabulaires qui ne sont pas courants, qui ne se trouvent pas dans des livres, dans notre manuel didactique, mais sinon, ça va, c'est très facile à lire. Alors, la première présentation a été faite au théâtre du Vieux-Colombier en 1944. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que c'était la pièce, comme pièce engagée, elle était différente de toutes les pièces qui étaient présentées à Paris. Par exemple, jamais on n'aurait pas présenté cette pièce à la Comédie Française. Devait être une pièce dans un théâtre populaire. Et justement, c'était le théâtre du Vieux-Colombier. Ça existe toujours, le théâtre du Vieux-Colombier. Ça s'appelle rue du Vieux-Colombier à Paris, Saint-Germain, le quartier, n'est-ce pas, de Saint-Germain. Et en 1944. Et je fais exprès, j'ai laissé les mots distribution au lieu d'écrire personnage. Parce que mon livre est un livre d'une vieille édition de 1967, l'année où j'ai étudié là. Et 1967, c'est un vieux livre. Et parce que je ne sais pas comment ça se passe dans les nouvelles éditions, Folio et les autres, mais c'est dans cette édition qui est très ancienne, cette page-là qui montre distribution, c'est pour indiquer que tel acteur ou telle actrice va jouer tel personnage. Donc, les personnages-là sont Inès, Estelle, Garcin et les garçons. Donc, c'est une pièce qui n'a que 4 personnages. Et les garçons, c'est les personnages secondaires. Mais de toute façon, à côté, on mettait le nom des acteurs. C'est-à-dire que de nos jours, ça n'existait pas parce que les livres faits pour durer et chaque mise en scène sera avec d'autres acteurs, n'est-ce pas? Ce ne sera pas les mêmes. Mais dans les miens, ça contient toujours les premiers acteurs qui ont joué cette pièce. Voilà. Alors, nous allons, Aline et moi, allons lire cette première scène. Apparemment, elle est un peu longue, mais je crois que ça vaut la peine de la lire. Nous sommes là, comme vous voyez à côté, je ne sais pas quelle mise en scène celle-là, la ligne a pris cette photo, mais c'est à peu près ça, Second Empire, en bronze sur la cheminée. En bronze, ça veut dire une statuette de bronze. Et moi, je fais le garçon et Aline fait le garçon. Les garçons d'étage, c'est comme le valet de chambre. D'accord? Alors voilà. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. Je pense qu'à la longue, on doit s'habituer aux meubles. Ça dépend des personnes. Est-ce que toutes les chambres sont pareilles? Pensez-vous, il nous vient des Chinois, des Hindous. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent d'un fauteuil Second Empire? Et moi, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Savez-vous qui j'étais? Ben, ça n'a aucune importance.
Après tout, je vivais toujours dans des meubles que je n'aimais pas et des situations fausses. J'adorais ça. Une situation fausse dans une salle à manger, lui, Philippe. Ça ne vous dit rien? Vous verrez, dans un salon Second Empire, ça n'est pas mal non plus. Ah bon. Tout de même, je ne serais pas attendu. Vous n'êtes pas sans savoir ce qu'on raconte là-bas? Sur quoi? Eh bien, sur tout ça. Comment pouvez-vous croire ces âneries? Des personnes qui n'ont jamais mis les pieds ici. Car enfin, si elles étaient venues... Oui. Où sont les pales? Quoi? Les pales, les grilles, les entonnoirs de cuir. Vous voulez rire? Hein? Ah bon? Non, je ne voulais pas rire. Pas de glace, pas de fenêtre naturellement. Rien de fragile. Et pourquoi a-t-on ôté ma brosse à dents? Et voilà la dignité humaine qui vous revient. C'est formidable. Je vous prie de m'épargner vos familiarités. J'ignore rien de ma position, mais je ne supporterai pas que vous... Là, excusez-moi. Qu'est-ce que vous voulez? Tous les clients posent la même question. Ils s'amènent. Où sont les pales? À ce moment-là, je vous jure qu'ils ne songent pas à faire leur toilette. Et puis, dès qu'on les a rassurés, voilà la brosse à dents. Mais pour l'amour de Dieu, est-ce que vous ne pouvez pas réfléchir? Car enfin, je vous le demande, pourquoi vous brosseriez-vous les dents? Oui, en effet, pourquoi? Et pourquoi s'engarderait-on dans les glaces? Tandis que les bronzes à la bonne heure, j'imagine qu'il y a certains moments où je regarderai de tous mes yeux. De tous mes yeux, hein? Allons, il n'y a rien à cacher. Je vous dis que j'ignore rien de ma position. Voulez-vous que je vous raconte comment cela se passe? Les types suffoquent, ils s'enfoncent, ils se noient. Seul son regard est hors de l'eau. Et qu'est-ce qu'il voit? Une bronze de barbédienne. Quel cauchemar! Allons, on vous a sans doute défendu de me répondre. Je n'insiste pas. Mais rappelez-vous qu'on ne me prend pas au dépourvu. Ne venez pas vous vanter de m'avoir surpris. Je regarde la situation en face. Donc, pas de brosse à dents, pas de lit non plus, car on ne dort jamais, bien entendu. Dame, je l'aurais parié. Pourquoi dormirait-on? Le sommeil vous prend derrière les oreilles. Vous sentez vos yeux qui se ferment, mais pourquoi dormir? Vous vous allongez sur les canapés et puis le sommeil s'envole. Il faut se frotter les yeux, se relever et tout recommence. Que vous êtes romanesque. Taisez-vous, je n'écrirai pas, je ne gémirai pas, mais je veux regarder la situation en face. Je ne veux pas qu'elle saute sur moi par derrière, sans que j'aie pu la reconnaître. Romanesque, alors c'est qu'on n'a même pas le besoin de sommeil. Pourquoi dormir si on n'a pas sommeil? Parfait, attendez. Attendez, pourquoi est-ce pénible? Pourquoi est-ce forcément pénible? J'y suis. C'est la vie sans coupure. Quelle coupure? Quelle coupure? Regardez-moi. Je m'étais sûre. Voilà s'explique l'indiscrétion grossière et insoutenable de votre regard. Ma parole, elles sont atrophiées. Mais de quoi parlez-vous? De vos paupières? Nous battions des paupières. Un candelle, ça s'appelait. Un petit éclair noir, un rideau qui tombe et qui se relève. La coupure est faite, l'œil s'humecte. Le monde s'anéantit. Vous ne pouvez pas savoir combien c'était rafraîchissant. 4000 épaules dans une heure, 4000 petites évasions. Et quand je dis 4000, alors je vais vivre, quand je dis 4000, alors je vais vivre sans paupières. Ne faites pas l'imbécile. Sans paupières, sans sommeil, c'est tout le temps. Je ne dormirai plus. Mais comment pourrais-je me supporter? Essayez de comprendre, faites un effort. Je suis d'un caractère taquin, voyez-vous. J'ai l'habitude de me taquiner, mais je ne peux pas me taquiner sans répit. Là-bas, il y avait des nuits. Je dormais, j'avais le sommeil douillet, pas compensation. Je me faisais faire des rêves simples. Il y avait une prairie, c'est tout. Je rêvais que je me promenais dedans. Fait-il jour? Vous voyez bien, les lampes sont allumées. Parbleu, c'est ça, votre jour. Et dehors? Dehors? Dehors, de l'autre côté de ces murs. Il y a un couloir. Et au bout de ces couloirs,
Il y a d'autres chambres et d'autres couloirs. Et... Pardon. Et puis... Ah, c'est moi. Il y a d'autres chambres et d'autres couloirs et des escaliers. Et puis... C'est tout. Vous avez bien un jour de sortie, où allez-vous? Chez mon oncle, qui est chef des garçons au 3e étage. J'aurais dû m'en douter. Où est l'interrupteur? Il n'y en a pas. Alors, on ne peut pas éteindre? La direction peut couper le courant, mais je ne me rappelle pas qu'elle l'ait fait à cet étage-ci. Nous avons l'électricité à discrétion. Très bien. Alors, il faut vivre les yeux ouverts. Vivre? Vous n'allez pas me chaciner pour une question de vocabulaire. Les yeux ouverts, pour toujours. Il fera grand jour dans mes yeux et dans ma tête. Et si je balançais le bronze sur la lampe électrique, est-ce que s'éteindrait? Il est trop lourd. Vous avez raison. Il est trop lourd. Eh bien, si vous n'avez plus besoin de moi, je vais vous laisser. Vous en allez? Attendez. C'est une sonnette, là? Je peux vous sonner quand je veux et vous êtes obligé de venir? En principe, oui, mais elle est capricieuse. Il y a quelque chose de coincé dans le mécanisme. Elle marche. Elle marche, mais ne vous emballez pas, ça ne va pas durer. Allons, à votre service. Eh? Non, rien. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez bien un trou de papier? Il y a des livres ici? Non. Alors, à quoi sert-il? Ah, ben c'est bon, allez-vous-en. C'est un peu long, mais je vais essayer de reprendre ces scènes-là, cette scène première, qu'on appelle scène d'exposition. Ah oui. Je vais venir là. Alors, scène d'exposition. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que cette scène d'exposition? On appelle scène d'exposition normalement la première scène, parce que c'est elle qui va nous fournir tous ces éléments qui sont importants pour la compréhension de la pièce. Ce sont des éléments nécessaires, comme par exemple, dès le départ, les garçons d'étage, et puis un salon style Second Empire, en bronze sur la cheminée. Là, c'est ce qu'on appelle une didascalie. Didascalie, on appelait davantage indication scénique. C'est toujours écrit normalement en italique. C'est-à-dire que ce sont les indications données par l'auteur. C'est l'auteur qui va dire qu'il a voulu, n'est-ce pas, que ce soit un salon Second Empire, un bronze, c'est-à-dire une statuette de bronze sur une cheminée, et puis là, cette image que Kaline a trouvée, elle tombe bien parce que c'est juste ça. Dans ce décor, il n'y avait que 3 fauteuils, et plus tard, il va dire que c'est 3. Le bronze et la cheminée, il n'y a plus rien d'autre. Il ne parle pas de cet objet, je ne sais pas, cette table à côté, il n'y en a pas. Mais ça dépend aussi de l'interprétation, ça dépend du metteur en scène. J'ai déjà vu des scènes où on met des bancs. Et même cette salle-là, elle n'est pas Second Empire, mais enfin, ça dépend du metteur en scène. Et qu'est-ce qu'on apprend encore? Qu'est-ce qui est important pour la compréhension de l'intrigue? On ne sait pas ce qui va se passer encore. On sait qu'il y a ce personnage qui entre, qui s'appelle Garcin. Il y a le garçon d'étage qui le fait entrer dans ce salon. Et Garcin, il est en train d'examiner, il observe qu'il n'y a pas de glace. Deuxième image, pas de glace. Qu'est-ce qu'il n'a pas encore? Il n'y a pas... Il va dire, pour passer, il n'y a pas de glace, mais j'ai numéré. Et là, ce qui est important, ça fait drôle si on connaît un peu la pièce, quand il dit où sont les pales, les grilles, les entonnoirs de cuir. Alors, ce sont les éléments, les instruments de torture. Les pales, c'est comme une grande fourchette, n'est-ce pas, pour nettoyer, pour faire mal. Les grilles, c'est pour brûler. Les entonnoirs de cuir, entonnoirs
Fougnou, parce qu'il paraît qu'à l'époque, au Moyen-Âge, on faisait boire de l'eau pour torturer, pour faire boire de l'eau. Donc, ce sont des éléments de torture. C'est-à-dire qu'on va remarquer que dans ces salons, il y a plus d'absence que de présence. Il n'y a pas de glace, il n'y a pas d'instrument de torture, il n'y a pas de fenêtre, si je me souviens, plus encore, Aline. Il n'y a pas de... Et là, un élément drôle, il n'y a pas de brosse à dents. Et quand il parle de bronze des Barbédiennes, c'est le nom de l'artiste qui a fait le bronze, la statuette de bronze. Donc, Barbédienne, c'est le nom de l'artiste. Il n'y a pas de lit et il n'y a pas de paupières. Et moi, j'ai trouvé ces passages sur la paupière très poétiques. C'est pas... je crois que ce n'est pas propre de Sartre, mais quand il dit, n'est-ce pas, que c'est comme un rideau qui se ferme, etc., j'ai trouvé ce passage assez intéressant. Paupières, nous battions les paupières tout en bois. Il n'y a pas de paupières, donc on ne peut pas s'évader, on ne peut pas rêver. Et nous, on ne se rend pas compte que la paupière est importante. Et puis après, il n'y a pas d'interruption, pardon, d'interrupteur. Donc, il ne peut pas éteindre les lampes. Donc, il va vivre dans cette salle qui sera toujours allumée. Il ne pourra pas dormir, il n'y a pas de lit, enfin. Voilà, c'est une scène un peu nue, n'est-ce pas? Mais c'est pour ça que je dis qu'il faut prolonger. Quelquefois, on remarque que la première scène, elle ne donne pas tout. C'est une scène d'exposition, mais on n'a pas tous les éléments pour comprendre. Et c'est pendant la deuxième scène que les garçons vont faire entrer le deuxième personnage qui s'appelle Inès. La troisième scène, je saute un peu pour ne pas vous fatiguer, en fait, parce que c'est un résumé. Et la troisième scène, c'est il introduit Estelle, qui est le troisième personnage. Et dans le quatrième, la scène 4, les garçons annoncent qu'il ne viendra plus personne. Il va dire non, il ne viendra plus personne. Et elle a dit, bon, puisque personne ne viendra, on va se présenter. Et ils vont se présenter. J'arrête là et nous allons passer au cinquième acte que je vais... Cinquième acte, pardon, c'est scène 5, et c'est là que les garçons de scène 4, il va dire, bon, il ne viendra plus personne, et il sort. Il ferme la porte, et les personnages vont rester, c'est là, dans cette scène 5, qu'ils vont rester à huis clos. Personne ne sortira ni entrera en scène. Et nous allons lire à nouveau cet extrait. Vous avez déjà compris, bien sûr, qu'il se trouve un enfer, etc. Et c'est après je vais vous révéler leur crime, mais c'est à peu près, peut-être que c'est le moment maintenant. Alors, ils sont tous des criminels. Inès, parce qu'elle a tué son cousin, Estelle, parce qu'elle a tué son bébé, et Garcin, parce que Garcin, il y a un passage drôle sur Garcin, parce que quand il dit qu'il a reçu 12 balles dans la peau, c'est parce qu'il avait déserté. Il était un journaliste, homme de lettres, mais il a décidé de s'engager dans l'armée, il a déserté, et c'est pour ça qu'il a été tué. Et c'est la première fois qu'on prononce, que les personnages prononcent les mots « mort ». Il dit comme ça, je ne suis pas un mort de bonne compagnie. Comme Estelle est un personnage, elle est futile, elle est une bourgeoise, elle dit, oh, mais n'utilisez pas des mots si crus, il vaut mieux nous appeler absents. Et puis elle dit, quand est-ce que vous êtes absenté? Elle dit, oh, ben, ça fait un mois, ça fait des mois. Donc il y a quand même cette partie un peu humoristique.
Sinon, scène 5, à nouveau, là, c'est un extrait beaucoup moins long que vous allez voir. Je fais garçon à nouveau, je suis toujours garçon. Alors, je ne fais plus rien d'autre. Je les entends, je ne les entends plus, tu sais. C'est sans doute qu'ils ont fini avec moi, fini. L'affaire est classée. Je ne suis plus rien sur terre, même plus un lâche. Inès, nous voilà seuls. Il n'y a plus que vous deux pour penser à moi. Elle ne compte pas. Mais moi, toi qui me hais, si tu me crois, tu me sauves. Ce ne sera pas facile. Regarde-moi, j'ai la tête dure. Je mettrai le temps qu'il faudra. Oh, tu as tout le temps, tout le temps. Écoute, chacun a son but, n'est-ce pas? Moi, je me foutais de l'argent, de l'amour. Je voulais être un homme, un dur, de tout miser sur le même cheval. Est-ce que c'est possible qu'on soit un lâche quand on a choisi les chemins les plus dangereux? Peut-on juger une vie sur un seul acte? Pourquoi pas? Tu as rêvé 30 ans que tu avais du cœur et tu te passais 1000 petites faiblesses parce que tout est permis aux héros. Comme c'était commode. Et puis, à l'heure du danger, on t'a mis au pied du mur et tu as pris le train pour Mexico. Je n'ai pas rêvé cet héroïsme, je l'ai choisi. On est ce qu'on veut. Prouve-le. Prouve que ce n'était pas un rêve. Seuls les actes décident de ce qu'on a voulu. Je suis mort trop tôt. On ne m'a pas laissé le temps de faire mes actes. On meurt toujours trop tôt ou trop tard. Et cependant, la vie est là, terminée. Le trait est tiré, il faut faire la somme. Tu n'es rien d'autre que ta vie. Vipère, tu as réponse à tout. Allons, allons, ne perds pas courage. Il doit être facile de me persuader. Cherche des arguments, fais un effort. Eh bien, je t'avais dit que tu étais vulnérable. Ah, comme tu vas payer à présent. Tu es un lâche, garçon. Non. Un lâche parce que je le veux. Je le veux, tu entends, je le veux. Et pourtant, vois comme je suis faible, un souffle. Je ne suis rien que le regard qui te voit, que cette pensée incolore qui te pense. Ah, elle s'ouvre, ces grosses mains d'homme. Mais qu'espères-tu? On n'attrape pas les pensées avec les mains. Allons, tu n'as pas le choix, il faut me convaincre, je te tiens. Garçon. Alors, quoi? Insiste-t-elle. Venge-toi. Comment? Embrasse-moi, tu l'entendras chanter. C'est pourtant vrai, Inès, tu me tiens, mais je te tiens aussi. Hé, lâche, va te faire consoler par les femmes. C'est moi. Chante, Inès, chante. Le beau couple. Si tu voyais sa grosse patte posée à plat sur ton dos, froissant la chair et l'étoffe, il a les mains moites, il transpire, il laissera une marque bleue sur ta robe. Chante, chante. Serre-moi plus fort contre toi, garçon. Elle en crèvera. Mais oui, serre-la bien fort, serre-la. Mêlez vos chaleurs. C'est bon l'amour, hein, garçon? C'est tiède et profond comme le sommeil, mais je t'empêcherai de dormir. Ne l'écoute pas. Prends ma bouche. Je suis à toi tout entière. Eh bien, qu'attends-tu? Fais ce qu'on te dit, garçon. Garçon le lâche tient dans ses bras Estelle, l'infanticide. Les paris sont ouverts. Garçon le lâche, l'embrassera-t-il? Je vous vois, je vous vois. À moi seul, je suis une foule, la foule. Garçon, la foule, l'entends-tu? Lâche, 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 lâche. En vain tu me fuis, je ne te lâcherai pas. Que vas-tu chercher sur ses lèvres? L'oubli? Mais je ne t'oublierai pas, moi. C'est moi qu'il faut convaincre. Moi. Viens, viens, je t'attends. Tu vois, Estelle, il dessert son étreinte. Il est docile comme un chien. Tu ne l'auras pas. Il ne fera donc jamais nuit? Jamais. Tu me verras toujours? Toujours. Les bronzes, eh bien, voici le moment. Le bronze est là, je les contemple et je comprends que je suis en enfer. Je vous dis que tout était prévu. Ils avaient prévu que je me tiendrais devant cette cheminée, pressais ma main sur ces bronzes, avec tous ces regards sur moi, tous ces regards qui me mangent. Ah, vous n'êtes que deux, je vous croyais beaucoup plus nombreuses. Alors c'est ça l'enfer, je ne l'aurais jamais cru. Vous vous rappelez, les soufres, les bûchers, les grilles? Ah, quelle plaisanterie! Pas besoin des grilles. L'enfer, c'est les autres. Et bien voilà,
En reprenant cette scène 5, où tout est dit, n'est-ce pas? Pour plus de précision, ils sont là parce qu'ils sont des criminels, et il y a des passages que j'ai recueillis dans une série de citations quand Inès dit que chacun de nous sont le bourreau des deux autres. Alors, c'est-à-dire que ce n'est que pour les regards qui sont jugés. À mon avis, Estelle est le personnage le plus sévère, la plus dure, parce que c'est elle qui donne des étiquettes. Estelle, l'infanticide. Estelle elle ne voulait pas avoir son bébé, elle a jeté dans le lac en Suisse. C'était horrible. Et puis Garcin, parce qu'il était en enfer, pas seulement parce qu'il avait tué, il n'y avait pas de raison, c'est-à-dire pas seulement parce qu'il a déserté, mais il avait torturé sa femme. C'est-à-dire que chacun de ces personnages vont assumer ses actes. Mais comme dit Sartre, ils auraient pu changer. Ils avaient ces choix. Comme ils avaient eu le choix d'assumer, comme ils avaient toute cette liberté, n'est-ce pas, ils auraient pu changer, mais non, ils vont assumer cet enfer, c'est comme ça qu'on dit, n'est-ce pas? Et donc, c'est toutes ces situations insupportables, surtout Estelle, par exemple, elle est dure, elle n'est pas sentimentale, parce que Estelle est un personnage beaucoup plus fragile. Je pense à ce qu'il dit Sartre quand il nomme ces personnages bourgeoises de mauvaise foi, parce qu'en fait, elle n'a pas assumé ses actes. Elle est plus fataliste, qui est tout le contraire de cette philosophie de Sartre, n'est-ce pas, que c'est l'homme qui s'est fait, c'est l'homme qui trace son destin. Et ces regards des autres, les regards qui jugent, n'est-ce pas? Alors, le thème du regard, quand cette pièce termine par l'enfer, c'est les autres, et que nous sortons du théâtre, chacun de nous a un avis, une opinion différente, parce que je peux trouver que l'autre, l'enfer, c'est-à-dire c'est l'autre qui nous juge, mais d'après Sartre, ce jugement n'est pas toujours malsain, parce que peut-être que l'autre me permet de voir un œil sur moi que je ne l'ai pas. C'est-à-dire que l'idée que je fais de moi-même n'est pas la même que l'autre fait sur moi-même. C'est-à-dire que c'est l'autre va me permettre de me connaître. C'est à peu près ça. Je ne sais pas si j'ai été claire. Je ne sais pas si vous avez compris cette pièce. Alors, peut-être que j'aurais dû... On n'a pas fini, c'est pas grave, parce qu'en fait, il n'y a pas de fin. On retourne à la dernière fois. Là, par exemple, si on continue à lire, la fin de la pièce se termine comme ça. Donc, on va rester là pour toujours. Puisqu'ils vont rester là pour toujours, eh bien, continuons. Donc, il n'y a pas de dénouement. C'est une pièce qui a un commencement, qui a un nœud, donc il y a une intrigue, mais il n'y a pas de dénouement. Ça continue tant qu'ils sont vivants, parce qu'en fait, ils sont des morts vivants. Ils ne sont pas morts. C'est pour ça que, en fait, il n'y a pas de pas. La torture, l'enfer, c'est ici, c'est sur Terre. Et encore, ce que je dois vous dire, c'est à peu près ça. En gros, c'est ça. Je crois que si nous lisons les citations que j'ai retirées de la pièce, peut-être que nous aurons plus d'éléments. Et puis après, vous me poserez des questions, n'est-ce pas, des doutes, enfin. On passe aux citations. Alors, je ne peux pas lire, voilà.
Tu vivras dans mon regard comme une paillette dans un rayon de soleil, c'est ça? Oui. Alors, voilà, une des phrases de Inès, c'est comme ça. Tu vivras dans mon regard comme une paillette dans un rayon de soleil. La paillette n'est pas éternelle, parce qu'un rayon de soleil, ça brille. Donc, tu seras toujours là. Je vais te surveiller. C'est la torture, quoi. J'ai besoin de la souffrance des autres pour exister. C'est aussi une phrase de Inès, parce qu'il y a des personnages, comme dans la vie réelle peut-être, des personnes qui sont méchantes. Elle-même s'avoue, elle dit qu'elle est méchante. Est-ce que c'est possible qu'on soit lâche quand on a choisi les chemins les plus dangereux? Et Garcin, il n'accepte pas cette condamnation parce que c'est Estelle qui l'appelle de lâche tout le temps, pas Estelle, c'est Inès qui va le dire tu es lâche parce que tu n'as pas assumé tes actes. Il va justifier, je n'ai pas eu le temps de le faire, mais pour s'excuser, il dit comme ça, est-ce que c'est possible qu'on soit lâche quand on a choisi les chemins les plus dangereux? Les chemins les plus dangereux, c'était la guerre. Et il faut remarquer que cette pièce a été écrite, elle a été présentée quelques mois avant la libération de Paris. Elle était envahie par les Allemands, c'était la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ça tombe bien, n'est-ce pas? Et les chemins les plus dangereux, c'était la guerre, à mon avis. Et puis après, peut-on juger une vie sur un seul acte? C'est la même chose. C'est le seul acte qu'il a commis, mais c'est pas ça, c'est pas vrai. Quelquefois, les personnages sont menteurs parce qu'il a torturé sa femme pendant 5 ans. Peut-être qu'il y a d'autres péchés, d'autres crimes qu'il a commis qu'on ne sait pas. Et puis, il y a encore, je n'ai pas rêvé cet héroïsme, mais je l'ai choisi. On est ce qu'on veut. Alors, on est ce qu'on... il se croit héros. Il se croit héros parce qu'il a choisi ce chemin-là, mais il était libre de décider de sa vie, mais malheureusement, il est étiqueté de lâche. Et cette phrase, elle vient beaucoup plus avant de celle-là. Tout à l'heure, nous serons nus comme des vers. Et je pense à cette situation réelle que nous vivons. Il y a beaucoup d'histoires, de séparation, je ne sais pas quoi, parce que c'est en coexistant qu'on connaît l'autre, n'est-ce pas? Et on se met à nu, voilà. Et cette phrase-là, les bourreaux, c'est chacun de nous pour les des autres, parce qu'ils sont obligés de rester ensemble pour l'éternité. Ce n'est pas pour l'éternité, c'est pour la vie, parce qu'on sera toujours jugé. C'est les regards de l'autre qui va me montrer, qui va me torturer quelquefois. Et puis, voilà, l'enfer, c'est les autres, c'est à peu près ça, puisque l'œuvre est ouverte, comme dit Eco, n'est-ce pas, Umberto Eco, l'œuvre est ouverte, elle accepte des différentes interprétations. Alors, je vous écoute. Ah oui, quelques références. Mes références, elles sont assez, je ne sais pas si elles sont démodées, mais ce que j'avais sur moi, c'était Castex-sur-Elle, manuel d'études littéraires françaises. C'est ça des livres que j'utilisais il y a une 50aine d'années à Paris. Janson, France, cette collection Sartre par lui-même, il y a beaucoup d'autres écrivains de toujours. C'est ça l'édition du Seuil, qui s'appelle Écrivains de toujours. C'est une collection qui présente ses auteurs. Celle-là, c'est Sartre par lui-même. Une autre référence, c'est Lagarde Michard, collection littéraire 20e siècle. C'est une grosse collection littéraire qui va du Moyen-Âge jusqu'à 20e siècle. Je ne connais pas, je ne sais pas si ça existe au 21e siècle. Je ne l'ai pas. Et Jean-Paul Sartre, L'être et le néant, à propos de L'être et le néant, que j'ai aussi ici, L'être et le néant. Et je vais vous montrer ça tout à l'heure. Sartre, Jean-Paul, l'enfer, c'est les autres explications que j'ai trouvées par hasard sur Internet. Ce n'est pas mon spécialité, l'Internet, que j'ai trouvé, je vous indique. Et puis, Pierre-Henri Simon, j'aime bien cette collection Petite Bibliothèque Payot, qui s'appelle Témoins de l'homme.
qui va aussi parler un peu de Nico. Alors, pourquoi je vous montre? Parce que j'ai trouvé par hasard, en fait, c'est un article, c'est pas un article, c'est Carl Torconi, il écrivait des chroniques. C'est une chronique de Paul Torconi. J'avais découpé ce numéro qui est paru le 11 novembre 2005 à Folha de São Paulo, à l'occasion du centenaire de Sartre. Et je dis, mon Dieu, ça fait longtemps que je sais cet article, cette chronique, et on reprochait toujours Sartre de rester là dans son bureau comme bon bourgeois. Il prêchait l'action, mais lui, il n'agissait pas. Et c'est pendant la mai 68, la révolution des étudiants, mai 68, qu'il est sorti. C'est pour ça que j'ai eu l'occasion de le voir. Enfin, je l'ai vu de loin, il était là, c'était universitaire, en manifestant. Et on l'a menacé de l'arrêter. Et voilà, je vais juste lire un passage où De Gaulle, c'était l'époque de De Gaulle, hein, et De Gaulle comme ça, De Gaulle en 1968 a refusé de prendre une mesure plus violente contre lui. Voilà ce qu'a dit De Gaulle. On ne peut pas arrêter Voltaire. Moi, j'ai bien aimé cette phrase parce qu'il compare les faits, l'importance de Sartre à celle de Voltaire. Malgré, il dit comme ça, je vais lire juste un morceau, en dehors de la France, il est aujourd'hui renié, encore pire, il est oublié, mais il continue à être une référence principale de la culture et de l'intelligence, pas seulement dans son pays natal, mais dans toute l'Europe et encore dans tout le XXe siècle. Il appartient à cette lignée de polémiques comme Socrate, comme Voltaire, comme Hugo, comme Zola, condamné par ses attitudes qui paraissaient à ses contemporains confuses et même criminelles. Voilà. Je crois que c'est un bel hommage que Carl Torconi a fait à Jean-Paul Sartre. Et je dirais, pour terminer, que quand je donnais des cours de linguistique et que les élèves n'aimaient pas, et que beaucoup de grammairiens n'aimaient pas Chomsky, qui est un théoricien de la linguistique générativiste, il était un générativiste, je disais comme ça à mes élèves, on peut ne pas l'aimer, mais on ne peut pas l'ignorer. Alors, je dis la même chose pour Sartre. On peut ne pas l'aimer, on n'est pas d'accord avec lui, mais on ne peut pas l'ignorer. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Si vous avez des questions ou des commentaires aussi, nous savons qu'il y a des étudiants de philosophie parmi nous. Par exemple, je suis curieuse de savoir si cette pensée est toujours d'actualité, parce que le monde a beaucoup changé depuis les années 60. Est-ce qu'en France, on parle toujours de... Oui, hein, c'est toujours une référence quand même. Hein. Et Démir, toi qui es en France, tu peux me répondre? Tu peux me répondre, Quentin aussi. Vous trouvez que c'est d'actualité? Bonsoir, vous m'entendez bien? Pardon? Ok. Oui, c'est toujours d'actualité parce que c'est un thème très actuel. On a vu ça en cours, mais on n'a pas encore étudié l'être linnéen, mais ni huis clos, mais on a vu quelques doses de Sartre. Mais ouais, c'est toujours d'actualité. Si je peux parler quelque chose? Tout à fait, c'est toujours d'actualité. D'ailleurs, au baccalauréat, j'avais un texte de Sartre à préparer pour l'examen de philosophie.
qui était extrait de l'existentialisme et de Sartre. Donc c'est vraiment, je pense, un incontournable et comme l'a très bien dit Madame Arlette, on peut ne pas l'aimer, mais on ne peut pas l'ignorer. On ne peut pas le dire. Voilà. Je disais que cet esprit de prendre les responsabilités pour soi-même, c'est quand même très français, n'est-ce pas? Il y a même ce livre, L'âge de raison, où le personnage tue, je crois que c'est ça, il tue des chats. Et il y a aussi cette image il est heureux par la souffrance des autres. Oui, il y a toujours dans toute son œuvre, pas seulement comme la nausée, n'est-ce pas, la contingence, puis l'essence, l'existence. Dans toute œuvre littéraire, il y aura toujours cette pensée existentialiste. Voilà, j'ai une petite question. Je l'ai lu, grâce à cette conférence, j'ai côtoyé justement, j'ai lu Sartre, cette pièce. Mais ma question porte sur le trait de l'existentialisme sur l'œuvre. Donc j'aimerais savoir si vous pouviez nous dire où est-ce qu'on peut voir, quels éléments dans l'œuvre, sur l'œuvre montrent que c'est écrit par un existentialiste. Et si c'est justement ce jeu de rôle des personnages, le regard de l'autre, ce que l'autre nous dit. Donc, à ce stade, on voit que Estelle, c'est un personnage bien... Inès, pardon. C'est quelqu'un de très fort parce qu'elle est là à juger tout le monde. Hein. Elle mitraille les gens de jugement. C'est un personnage qui gêne un peu. Enfin, ça m'a gêné un peu. En tout cas, merci. L'idéal serait d'avoir lu la pièce, parce que dans toute la pièce, j'ai sauté, il y a beaucoup de passages que j'aimerais vous montrer. Quand elle dit nous sommes des assassins, parce que cette pièce, elle est très, très réussie, parce que les Sartre, c'est la deuxième pièce. D'abord, elle avait écrit Les Mouches, mais comme réussite d'un dramaturge, il anime les personnages. C'est une pièce qui n'est pas monotone. Et parce que les dialogues sont forts à cause des tirades, des répliques qui sont percutantes. Elles sont dures à supporter même. Comme je dis, nous sommes tous des assassins, nous sommes là, nous sommes donnés, c'est-à-dire condamnés à l'enfer. Et ça, c'est un peu choquant quand même. Mais il faut prendre à la légère, parce que sinon on sort du théâtre déprimé, n'est-ce pas? Il faut savoir lire avec une certaine légèreté, je trouve. Pourquoi tu ris, Denir? Tu n'es pas d'accord? Non, tu n'es pas d'accord? Alors vas-y. Je trouve pas légère la pièce, mais c'est très intéressant parce que je pense que c'était la 4e ou 5e fois que je participe à une réunion qui parle de huis clos. Oui. Et ma question, c'est aussi, je voulais savoir pourquoi vous avez choisi cette pièce. C'est pas moi, on m'a proposé. La faute, Isaura. J'ai même pris mes cahiers, j'ai mon cahier que je te montre, tu ne vas pas croire. Hein. J'ai mon cahier d'histoire des idées. C'était l'univers qui a choisi. Super, hein. J'avais l'histoire des idées, lundi 17 h monsieur Hermé, je crois. C'était mon professeur d'histoire des idées, donc j'avais même des notes. Et une chose que j'ai oublié de vous dire, que j'ai pris aussi dans mon vieux... Là, voilà les notes, toutes mes notes sont là de Hugo. Quand il dit comme ça, parce que rien ne se passe. Là, il n'arrive pas, rien ne se passe, c'est comme ça. En réalité, l'enfer, c'est le langage. J'ai bien aimé ça. L'enfer, c'est parce qu'on nomme les choses. L'enfer, c'est le langage. Si tu lui dis, par exemple, arrête, tu es pédante, tu es antipathique, mais
c'est le mot, c'est la langue, n'est-ce pas? Nous qui sommes professeurs, c'est bon ça. Pourquoi est-ce que je trouve que je sais pas que je ne prends pas au sérieux, mais Sartre n'a pas les derniers mots, hein, excuse-moi, je le respecte, mais il n'a pas les derniers mots, Démir. Et quand tu dis l'enfer, c'est les autres, quelquefois, si tu me dis des choses que je trouve que, en fait, tu as bien raison de me dire ça, et que tu me montres, enfin, je me vois d'une manière plus complète, d'accord, mais parce que ce n'est pas toujours une accusation, donc c'est un article, je crois que c'est une interview, j'ai les passages, où il n'est pas content avec un montage qu'on a fait, une interprétation qu'on a fait de huis clos, et il dit que c'est pas ça, que c'est pas toujours négatif, ces regards des autres. L'enfer, c'est quelque chose qui, quelquefois, nous aide à nous connaître. C'est ça. Tout le monde dit ça. Ce n'est pas quelque chose que je dis personnellement, non. Et si nous avons nos idées, peut-être qu'avec l'âge, on a peu peur de rien. Bon, on peut dire ce qu'on veut, chacun son avis, son opinion sur la question. Et moi, je trouve que c'est pas l'être humain, c'est pas l'autrui qui va nous juger. Il y a un jugement, n'est-ce pas, de ma croyance. Enfin, c'est pour ça que je dis. Peut-être que je suis pas d'accord, mais je les respecte, je l'admire, je trouve qu'il écrit vachement bien. Excusez-moi, les vachement. J'aime bien les mots. Je connais les mots de Sartre. Les mots, c'est une autobiographie magnifique. J'adore lire ces livres, les mots. Voilà, n'est-ce pas, Quentin? C'est magnifique, les mots de Sartre. Et il y a toute cette histoire de son enfance et tout ça. Et sinon, la nausée. La nausée, c'est une expérience assez dure quand on est jeune, quand on lit la nausée, et qui dit qu'on n'est pas nécessaire, qu'on est contingent, on aurait pu ne pas être là. Ça, c'est dur. Hein? Je me rappelle d'avoir lu ça à Paris, la nausée, c'était dur. Et puis après, on dit, oh, ben, c'est pas si mauvais que ça. Voilà. Madame Arlette, oui. Je voudrais présenter mes félicitations à vous parce que votre pensée est tout le temps en mouvement. Je pense qu'il ne faut jamais aura les dépressions. C'est formidable. Mais vous avez dit que vous avez étudié un PUC à São Paulo. Peut-être vous connaissez la théorie du CIAMP, de la identité. C'est un auteur brésilien. Il a construit cette théorie sur ça. Je pense que les regards des autres, les yeux des autres est en train de former notre plusieurs identités, parce que nous sommes un ensemble d'identités. Mais il y a aussi une question que vous posez à tous pour réfléchir. Il a aussi la manque de regard à nous qui est important pour construire notre identité, n'est-ce pas? Selon Sartre, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que nous sommes toujours en face de l'autre. Nous sommes toujours même apprivoisés. On ne peut pas s'en sortir. C'est ça, l'engagement implique l'engagement d'autrui. Parce que nous vivons en société, nous ne sommes pas seuls. Oui. Oui, je fais PUC, mais là, j'ai ma maîtrise en linguistique. Je n'ai pas travaillé la littérature. C'est pour ça que mais c'est à peu près ça. Je trouve que si nous vivons isolés, s'il n'y a personne pour nous juger, peut-être, n'est-ce pas? Non. Est-ce que je pense qu'il y a des gens, des autres qui nous regardent, mais ils ne voient pas. Oui. Peut-être, oui. Ce qui se passe et notre identité vraiment. Ah oui, je ne connais pas cette théorie, mais oui, c'est possible. Lénite, ça va, Lénite?
Ça va, Arlette? Mes félicitations. Tu as bien profité. Oh, Sartre a travaillé on un peu m'avait là. traité dans mon passé. Bon, la constitution d'être humain, et bien sûr, on pense qu'il commence avec le regard de sa maman. Hein, ça commence comme ça, bien sûr. On va composer de plusieurs identités, comme Jussa a dit, mais comme une vraie constitution égoïque. C'est sur le désir d'autres et ça marche. Mais, bien sûr, l'enfer, c'est les autres. Ça on ne peut pas nier. C'est la question. On projette les mal-être sur quelqu'un et on va sur l'infini. Hein? On commence toujours, on recommence. Et ça a très bien saisi la question. Alors, on ne peut pas l'aimer, mais on ne peut pas l'ignorer, bien sûr. Félicitations, Arlette, j'ai bien aimé. Oui, c'est devenu une phrase emblématique, hein, on l'utilise comme ça. Puisque Lénine est psychanalyste, tu sais qu'il y a des articles de Sartre sur la psychanalyse, n'est-ce pas? Je n'ai pas abordé ce sujet, mais peut-être que ce serait important pour toi. Oui, Oui, bien sûr. N'est-ce pas? Ouais. L'être lénéen, la nausée c'est terrible, mais c'est incontournable, je pense. Je vais un cadeau à aider parce que moi, je n'arrive pas à lire. Hein. C'est difficile, c'est très difficile de l'engager ça. Il a bien fait de traduire ça, n'est-ce pas, à travers la littérature. Parce que même les grandes critiques, tous ces critiques littéraires disent la même chose. Il est impossible de saisir l'idée de Sartre. Et à travers la littérature, on comprend à peu près ce que veut dire, n'est-ce pas? Si je me permets, mais je pense que vous avez bien expliqué c'est son propos. Je pense que vous avez bien saisi l'idée de l'enfer. Et juste pour ajouter quelque chose par rapport à ce que Sarah avait dit, bon, comme Arlette a dit, on ne peut pas échapper du regard des autres, selon ça. Ça, c'est vrai. Et c'est la condition humaine. Et ce qui dit Sartre, ce que je pense, c'est que dans l'être lénien, c'est que la condition humaine implique la vie en société. Et la condition humaine, c'est une chose qui est commune à tous les hommes. Oui, on a jugé en permanence. Dès la deuxième scène, quand Inès entre dans la salle, elle regarde Garcin, elle dit comme ça, vous êtes les bourreaux. Et puis, pour qui me prenez-vous? Pourquoi vous dites ça? Non, je suis Garcin, je suis journaliste, homme de lettres, mais que de le regarder. Elle dit pourquoi? Elle dit parce que vous avez peur. Et ça veut dire que quand on a peur, on est les bourreaux. Quand on juge les autres, c'est-à-dire qu'on est fragile. C'est-à-dire qu'on n'empêche pas, parce que nous jugeons souvent par l'apparence. Et quelquefois, souvent, nous nous trompons. Moi, je fais ça, je trouvais qu'elle était antipathique. Non, elle est tellement sympathique et quand on la connaît, ce n'est pas la même personne. On juge tout le temps, tout le temps. Je crois que dans ces cas-là, ça a bien raison. Ce n'est pas tout à l'enfer, mais on fait toujours des jugements. Et les regards, c'est ça le regard, n'est-ce pas? Ah oui, pour ajouter, il y a un passage sur la glace. Ces garçons qui ont besoin d'une glace. Vous n'avez pas une glace, pourquoi la glace? Parce que quand on se voit sur la glace, on voit nous-mêmes, c'est-à-dire que il y a un passage que Stella dit comme ça. Dans ma chambre, quand j'étais vivante, dans ma chambre, il y avait 6 glaces, 6 miroirs. Et je vais vous lire ça, 6 miroirs. C'est très, très joli, ces passages. Il va dire comme ça. J'avais 6 miroirs. Il y avait 6 grandes glaces dans ma chambre à se coucher. Je les vois, mais elles ne me voient pas. Elles reflètent la causeuse, le tapis, la fenêtre.
comme ça vide une glace où je ne suis pas. Quand je parlais je m'arrangeais pour qu'il y en ait une où je puisse me regarder. Je parlais, je me voyais parler, je me voyais comme les gens me voyaient. C'est-à-dire que c'est un regard limité. Quand je dis je me voyais comme les autres me voyaient, c'est pas juste parce que elle se voyait, c'est-à-dire que je crois que vous me voyez comme je suis, comme je me vois, mais non, c'est pas vrai, c'est pas ça. Voilà, cet aveuglement, disons, d'Estelle. Ce passage-là est intéressant. Ça me tenait éveillée. Et puis, elle dit comme ça, je suis sûre que j'ai mis de travers mon rouge à lèvres parce qu'elle est préoccupée avec son rouge à lèvres. Je ne peux pourtant pas rester sans glace toute l'éternité. Parce que la glace me permet de me voir. Donc, la glace, c'est le regard sur soi, selon le vocabulaire des Sartre, et les yeux, c'est le regard des autres. Voilà, n'est-ce pas, les yeux, les gars. Et comme dit mon professeur, là, l'enfer, c'est juste un langage, les mots, enfer. C'est-à-dire que ces jugements, c'est à peine par le langage qu'on juge. Voilà. Et donc. Et alors, c'est tout? C'est bon. Alors, nous vous remercions de votre présence. Qu'est-ce que c'est? Bureau, comment? Ok. Oui. C'est une réaction. Ah bon? Vous pouvez réagir. Non. Je me demandais qu'est-ce que c'est que ces mots-là. Je ne savais pas. Je suis, comme dit Marx, je suis jurassienne. Alors, merci de m'avoir écouté. Bonne soirée, je suis contente de vous voir tous. Allez, au revoir. Voilà, le bureau, vous avez un mot, peut-être. Merci, Mylène. Il y a des gens qu'on ne connaissait pas, Oui, merci à toutes. Qui viennent de certaines universités même, não é? Je ne sais pas si c'est ça. Juiz de Fora, Universidade Federal de... É isso, né, Elisa? Uberlândia? Juiz de Fora. Tivemos alguém de Curitiba. C'est bien. On espère que vous avez profité, hein? Puisque c'est un thème... L'Université de Lille aussi, il ne faut pas oublier. Ah oui, oui, merci. Tu es à Lille, là? Oui, elle est à Lille. Oui, bon, le décor, c'est vrai que ça fait très... Et Quentin aussi, Quentin en France. Ah, tu es en France. Je voulais vous remercier pour cette conférence, Madame Arlette. Ça m'a rappelé mes cours de lettres modernes à l'Université de Poitiers quand j'étais en licence et où moi, on étudiait donc la littérature française et ça faisait longtemps que j'avais pas eu le plaisir de m'asseoir et d'apprendre. Donc, merci pour cette soirée. Il va être tard en France, là. Oui, mais ça valait la peine, merci. Gentil, merci. Bientôt, merci. Merci, Tia. C'était un vrai plaisir. J'essaie de faire la connexion avec les mots du droit. C'est pas très évident, mais je fais des annotations et je vais penser ce soir. Je vais penser beaucoup. C'était magnifique. Merci. D'accord. Oui, avant la fin, donc Milena qui est avec nous est professeure de FLE au Pérou. Merci beaucoup, Milena, d'être là. C'est très sympathique. Oui, des enfants. Ok, donc merci beaucoup. C'est une très bonne soirée et nous reviendrons vers vous pour d'autres activités vivement en 2021 avec une situation un peu différente, on espère. Mais on a le nouveau bureau, nous avons créé un, comment on appelle ça en français, un canal de YouTube.
C'est pas une chaîne? Vous vous souvenez là le nom? Acho que é. Une chaîne sur YouTube. Vou chercher APFEMS ou alors Associação dos Professores en Portugais, parce que c'est sur YouTube, je crois que Luciane a mis en